Je m'appelle Samantha, et à 28 ans, je pensais avoir un mariage parfait depuis 5 ans avec Eric, jusqu'à cette nuit-là, lors de la fête d'anniversaire de son père Harold. Un verre de vin renversé a tout changé. Dès que le liquide rouge a éclaboussé sa chemise blanche, j'ai vu un côté de mon beau-père que je n'avais jamais imaginé. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est d'entendre mon mari prononcer les mots qui ont brisé notre mariage. Et si vous regardez ceci, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez, appuyez sur le bouton d'abonnement et restez avec moi tout au long de ce voyage de déchirement et de guérison. J'ai grandi dans un quartier de classe moyenne à Columbus, dans l'Ohio. Mes parents étaient des travailleurs acharnés qui m'ont appris la valeur de l'éducation et de l'indépendance. Mon père était comptable et ma mère professeure d'anglais au lycée. Nous n'avons jamais eu le luxe, mais nous avions l'amour et l'abondance. Ils m'ont soutenu jusqu'à l'université, où j'ai obtenu un diplôme en graphisme, en encourageant toujours mes talents créatifs. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché un emploi dans une petite agence de marketing. Le salaire n'était pas mirobolant, mais j'aimais la liberté de création. C'est à ce moment de ma vie, alors que je me sentais confiante et bien installée dans ma carrière, que j'ai rencontré Eric. Cela s'est passé lors de l'inauguration de la galerie d'art de mon amie Jenna. J'admirais une œuvre abstraite particulièrement frappante lorsqu'un grand homme brun aux yeux bienveillants m'a offert une coupe de champagne. C'était Eric. Il était charmant, intelligent et semblait sincèrement intéressé par mon opinion sur l'œuvre d'art. Nous avons discuté pendant des heures ce soir-là, échangeant nos numéros alors que la galerie fermait ses portes. Notre relation a progressé rapidement. Eric travaillait comme analyste financier dans une entreprise prestigieuse. Il était ambitieux et travailleur, mais aussi attentif et romantique. Au bout de 6 mois, nous étions inséparables. À bout d'un an, il m'a demandé en mariage lors d'un week-end au bord du lac Erie. J'ai dit oui sans hésiter, croyant avoir trouvé le partenaire idéal. Les premières fissures sont apparues lorsque j'ai rencontré sa famille, en particulier son père, Harold. Harold Carson était un millionnaire autodidacte qui avait créé une chaîne prospère de concessionnaires de voitures de luxe dans tout le Midwest. Il vivait dans un manoir situé dans la banlieue la plus huppée de la ville, possédait une collection de voitures de collection et veillait à ce que tout le monde soit au courant de sa réussite. Dès notre première rencontre, Harold m'a évalué comme si j'étais une acquisition commerciale plutôt que la fiancée de son fils. Sa poignée de main était ferme au point d'être douloureuse, son sourire n'atteignant jamais ses yeux. « Alors vous faites des dessins pour vivre ?» a-t-il dit. Réduisant ma carrière à un passe-temps d'enfant en une phrase dédaigneuse. Eric m'avait prévenu que son père était vieux jeu et avait des attentes élevées, mais rien ne m'avait préparé au barrage subtil de dénigrement qui caractérisait chaque interaction avec Harold. Il a remis en question mon choix de carrière. Ce n'est pas très lucratif, n'est-ce pas? Mon parcours, l'absence de relations familiales dans l'industrie, et même mon apparence. Vous auriez l'air plus professionnel avec des cheveux plus courts. Plus que le comportement d'Harold, c'est la réaction d'Eric qui m'a troublée. En présence de son père, mon petit ami, confiant et aimant, s'est transformé en un anxieux qui cherche à plaire aux gens. Il riait trop fort aux blagues d'Harold, était d'accord avec ses opinions, même si je savais qu'il pensait différemment, et pire que tout, ne me défendait jamais contre les coups subtils de son père. C'est la façon de faire de papa expliquait Eric après des dîners particulièrement inconfortables. Il est dur avec tout le monde. Cela signifie que tu l'intéresses. À l'approche de notre mariage, j'ai fait plus ample connaissance avec la famille d'Eric. Sa mère, Diana, semblait gentille, mais perpétuellement anxieuse, s'en remettant toujours aux opinions et aux préférences d'Harold. Sa sœur Allison était chaleureuse avec moi lorsque son père n'était pas là, mais devenait distante en sa présence. Son jeune frère James parlait à peine, ses yeux cherchant constamment l'approbation d'Harold. Le mariage a été somptueux, principalement organisé selon la vision d'Harold plutôt que la nôtre. J'ai fait des compromis sur presque tous les points pour maintenir la paix, en me disant que ce n'était qu'un jour. Ce qui comptait, c'était notre vie commune par la suite. Mais la vie conjugale n'a pas créé les limites que j'avais espérées. Harold attendait les dîners du dimanche chez lui. Appelait Eric à toute heure pour lui donner des conseils professionnels et critiquer nos décisions, qu'il s'agisse de l'endroit où nous vivions ou de la manière dont nous investissions nos économies. Eric cédait toujours, expliquant que son père ne voulait que le meilleur pour nous. Ce schéma s'est poursuivi pendant 5 ans. Chaque fois qu'Harold rabaissait mes performances professionnelles, remettait en question notre décision de ne pas avoir d'enfants ou faisait des suggestions sur la façon dont je devais m'habiller ou me comporter,
Eric restait silencieux ou se rangeait activement à l'avis de son père. À chaque fois, je ravalais ma peine, essayant d'être l'épouse et la belle-fille parfaite, persuadée que je finirais par gagner le respect d'Harold. Il y avait des moments de bonheur quand il n'y avait qu'Eric et moi. Loin de l'influence de son père, il était toujours l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Nous avons voyagé, construit nos carrières, noué des liens d'amitié avec d'autres couples, mais l'ombre d'Harold s'étendait de plus en plus sur notre bonheur. Les disputes au sujet de son influence sont devenues plus fréquentes. Tu ne comprends pas la pression, disait Eric. Il a tout sacrifié pour nous pendant notre enfance. À l'approche du 65e anniversaire d'Harold, la tension se fait sentir dans notre mariage. Eric travaillait de plus en plus longtemps dans l'entreprise où Harold avait eu de bonnes paroles à son égard. Je réussissais de mieux en mieux dans ma carrière, ayant été promue directrice de la création dans une grande agence, ce qui semblait irriter encore plus Harold. L'anniversaire de papa est très important, souligne Eric à mesure que la date approche. Tous les gens importants de la ville seront là. Nous devons faire bonne impression. J'ai acquiescé, redoutant déjà l'événement, mais sachant à quel point il comptait pour Eric. J'étais loin de me douter que cette nuit-là allait tout changer. L'invitation à la célébration du 65e anniversaire d'Harold n'était pas vraiment une invitation, mais une attente. Livrée sur un épais papier cartonné crème gaufré d'or, elle précisait qu'il fallait porter une cravate noire et que les cadeaux étaient les bienvenus mais pas attendus, ce qui signifiait pour tout le monde que les cadeaux étaient absolument attendus et qu'ils seraient jugés en conséquence. Nous devons lui offrir quelque chose de spécial, insiste Eric en faisant défiler des sites internet vendant des montres de luxe. L'année dernière, James lui a offert ses clubs de golf et papa en parle encore. Nous avons fini par dépenser $3000 pour un whisky millésimé rare qu'Eric m'a assuré que son père apprécierait. C'est l'argent que nous avions économisé pour les vacances. Mais je me suis tue. Cette bataille ne valait pas la peine d'être menée. Le soir de la fête, j'ai passé des heures à me préparer. Ma robe était neuve, une robe bleu marine longue comme le sol qui coûtait plus cher que ce que je dépensais normalement, mais je savais que l'apparence comptait dans ce genre d'événement. J'ai coiffé mes cheveux en un élégant chignon, je me suis maquillée avec soin et j'ai mis le collier de perles qu'Eric m'avait offert pour notre anniversaire de mariage. Tu es magnifique, a dit Eric en ajustant son nœud papillon dans le miroir. Mais je pouvais voir la tension dans ses épaules, la façon dont il consultait sa montre à plusieurs reprises. N'oublie pas que papa apprécie la ponctualité. Nous sommes arrivés au manoir d'Harold exactement 30 minutes après l'heure de début indiquée sur l'invitation. Pas trop tôt pour paraître pressé, pas assez tard pour être irrespectueux, avait calculé Eric. Et la maison était illuminée de façon spectaculaire. Des voituriers garaient les voitures et le personnel prenait les manteaux à la porte. La maison d'Harold était un monument à la gloire de sa réussite. Le grand hall d'entrée était orné d'un lustre en cristal et d'un escalier majestueux. Les murs étaient ornés d'œuvres d'art coûteuses que je soupçonnais d'avoir été choisies pour leur prix plutôt que pour une réelle appréciation. Des compositions florales fraîches, plus grandes que certains appartements où j'ai vécu, dominaient chaque surface. Eric, Samantha, vous avez réussi. Harold est apparu, un verre à la main, l'air distingué dans son smoking. À 65 ans, il était encore en forme et imposant, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, sa posture militaire droite. Il donna une tape sur l'épaule d'Eric et m'offrit un baiser aérien superficiel sur la joue. Diana se demandait si tu serais à l'heure. Joyeux anniversaire, papa Eric, dit-il en tendant notre cadeau soigneusement emballé. Nous ne manquerions pas ça. Harold a à peine jeté un coup d'œil au paquet avant de le passer à un membre du personnel qui attendait. Mettez-le avec les autres. Vous voulez bien? Venez, les Richardson? Ils viennent d'arriver? Ils ont demandé de tes nouvelles, Eric. Thomas est en train de développer son fonds spéculatif, il y a peut-être des opportunités à saisir. Tandis qu'Harold raccompagnait Eric, je me retrouvais seul au milieu d'une foule d'inconnus. C'était typique. Harold nous séparait immédiatement, faisant défiler Eric devant ses associés tandis que je me retrouvais seul. Je me dirigeais vers le bar, demandais un verre de vin blanc, puis circulais lentement autour de la grande salle de bal. J'ai fini par apercevoir Diana, l'épouse d'Harold depuis 40 ans. Elle discutait avec un groupe de femmes portant ce qui semblait être des diamants concurrents. Diana elle-même était impeccablement vêtue d'une robe argentée. Sa fine charpente suggérant la fragilité, son sourire n'atteignant jamais tout à fait ses yeux. Samantha chérie,
dit-elle lorsqu'elle me remarqua, sa voix portant la faible trace de l'accent méridional qu'elle n'avait jamais complètement perdu. Vous êtes ravissante. As-tu apprécié la fête? Avant que je puisse répondre, l'une des femmes m'a interrompu en posant une question sur le traiteur, et Diana a été entraînée dans leur conversation. Je me suis excusée et j'ai continué à faire le tour de la salle. Et la fête était peuplée d'associés d'Harold, d'amis du country club et de divers dignitaires locaux avec lesquels il avait cultivé des relations. Dans un coin, j'ai aperçu Allison, la sœur d'Eric, qui semblait mal à l'aise dans une conversation avec un couple plus âgé. Allison travaillait comme avocate spécialisée dans l'environnement, un choix de carrière qu'Harold reconnaissait à peine car il ne correspondait pas à ses valeurs d'accumulation de richesses. Sauvez-moi, a-t-elle murmuré lorsque je me suis approchée, me présentant au couple avant de trouver une excuse pour que nous nous éloignions. Ces fêtes sont de pire en pire chaque année. Tu t'es déjà fait coincer par papa? Pas encore. Il est occupé à montrer Eric au Richardson. Allison roule des yeux. Pauvre Eric. Il essaie toujours d'être le fils parfait après toutes ces années, dit-elle en baissant la voix. James ne viendra même pas ce soir. Il a dit à papa qu'il avait un voyage d'affaires, mais en réalité il est à la maison avec son petit ami. Il ne peut pas faire face à un autre sermon sur la nécessité de s'installer avec la bonne fille. C'était une nouvelle pour moi. Eric n'avait jamais mentionné que son frère pouvait être gay, même si cela expliquait en partie le malaise de James lors des réunions de famille. Harold ne sait pas. Harold voit ce qu'il veut voir, a répondu Allison en sirotant son champagne. D'ailleurs, préparez-vous. Il se dirige dans cette direction et a l'air déterminé. Harold s'approcha, flanqué d'Eric et d'un homme corpulent aux joues rouges. Allison, vous voilà. Le juge Wilson a posé des questions sur votre affaire environnementale, celle contre la compagnie d'électricité. Son ton montrait clairement qu'il trouvait le sujet déplaisant. Et Samantha, Eric m'a dit que votre petite agence de design avait remporté un prix. Mon agence a remporté le prix régional d'excellence en publicité pour notre campagne avec l'hôpital pour enfants, ai-je corrigé gentiment. C'était une grande réussite, dont j'étais vraiment fière. Harold fait un bruit dédaigneux. C'est bien d'avoir des hobbies. Eric est pressenti pour devenir partenaire junior, n'est-ce pas, mon fils? Thomas pense qu'il a un réel potentiel. Eric rayonnait sous les rares louanges de son père, ne remarquant pas ou choisissant d'ignorer la façon dont il avait diminué mon accomplissement. J'y senti mes joues rougir mais conserver mon sourire. Ayant appris que montrer une réaction négative ne faisait qu'empirer ces situations. À fur et à mesure que la soirée avançait, je me sentais de plus en plus tendue. Chaque interaction avec Harold me donnait l'impression de naviguer sur un champ de mine. Le vin que je buvais pour faire face à la situation frappait plus fort que prévu, probablement parce que j'étais trop nerveuse pour manger la nourriture élaborée servie par le personnel ganté de blanc. J'ai observé Harold tout au long de la soirée, notant à quel point il traitait les gens différemment en fonction de la valeur qu'ils avaient à ses yeux. Il était charmant et attentif avec ses relations d'affaires et les fonctionnaires locaux, condescendant avec le personnel de service et tour à tour contrôlant ou dédaigneux avec sa famille. Je l'ai vu critiquer la façon dont Diana conversait avec la femme du maire, je l'ai vu prendre Eric à part à plusieurs reprises pour le présenter à des contacts importants. Et j'ai remarqué qu'il avait à peine reconnu le compagnon d'Allison lorsqu'ils étaient arrivés en retard. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été le dîner. Nous étions assis à une table élaborée dans la salle à manger officielle du manoir, Harold, à la tête, faisant la cour. Et la conversation avait tourné autour de la politique, Harold exprimant des opinions tranchées sur la récente législation fiscale. Ces programmes sociaux ne sont que de l'assistanat, déclare-t-il en faisant un geste avec sa fourchette. Lorsque j'ai créé mon entreprise, je n'ai bénéficié d'aucune aide gouvernementale, j'ai travaillé 18 heures par jour et j'ai pris des risques. C'est ainsi que l'on construit le succès. Je savais par Eric que la première concession d'Harold avait en fait été achetée grâce à un prêt important de son propre beau-père, mais personne à la table ne l'a contredit. Qu'en penses-tu, Samantha? Demande soudain Harold. En me fixant de son regard pénétrant. Vous travaillez dans un domaine créatif. J'imagine que beaucoup de vos collègues soutiennent ces programmes de droit. Tous les regards se tournent vers moi. Eric s'est crispé à côté de moi, sa main trouvant la mienne sous la table dans ce qui aurait pu être un soutien ou un avertissement. J'ai pris une grande inspiration, sachant que j'avais été piégée, mais ne voulant pas compromettre complètement mes valeurs.
Je pense que les circonstances varient d'une personne à l'autre, ai-je dit prudemment. Tout le monde n'a pas les mêmes opportunités ou les mêmes avantages au départ. Les filets de sécurité aident les gens à traverser les périodes difficiles afin qu'ils puissent contribuer à la société plus tard. Un silence gênant s'est installé autour de la table. Les yeux d'Harold se sont légèrement rétrécis avant qu'il ne laisse échapper un rire qui n'avait rien d'amusé. C'est un point de vue très idéaliste. Quand on est dans les affaires depuis aussi longtemps que moi, on apprend comment le monde fonctionne vraiment. La conversation s'est poursuivie, mais je pouvais sentir la désapprobation d'Harold comme un poids physique. La main d'Eric s'est retirée de la mienne. J'ai attrapé mon verre de vin, ayant besoin de quelque chose pour occuper mes mains et calmer mes nerfs. Le liquide rouge brillait sous la lumière du lustre, sombre et riche sur la nappe blanche. J'étais loin de me douter que ce verre de vin deviendrait le catalyseur de l'effritement de mon mariage. À la fin du dîner, les serveurs ont commencé à débarrasser les assiettes et à rafraîchir les boissons. La grande salle à manger bourdonnait de conversations, les verres en cristal s'entrechoquaient et des éclats de rire occasionnels ponctuaient l'air du soir. Harold s'était installé en bout de table, se préparant à prononcer ce que je supposais être l'un de ses discours d'autosatisfaction avant la présentation du gâteau. J'avais réussi à survivre à la majeure partie de la soirée sans confrontation majeure, en gardant mes réponses neutres et mon sourire en place. Le vin avait contribué à atténuer l'anxiété, mais j'avais pris soin de ne pas trop boire. Et la dernière chose dont j'avais besoin était de donner à Harold des munitions sur mon comportement inapproprié. Eric avait été physiquement à mes côtés pendant tout le dîner, mais émotionnellement distant, scrutant constamment les réactions de son père et ajustant les siennes en conséquence. Je me sentais épuisé par la performance de tout cela. Et la vigilance constante nécessaire pour répondre aux attentes d'Harold. Alors qu'Harold tapotait son verre pour attirer l'attention, j'ai remarqué que plusieurs serveurs entraient avec des plateaux de boissons fraîches pour le toast. L'un d'eux s'est approché de moi et m'a offert un nouveau verre de vin rouge. Je l'ai accepté en murmurant « merci », ce qui m'a valu un sourire sincère de la part de la jeune femme. Harold a remarqué cet échange et a froncé légèrement les sourcils avant de commencer son discours. « Amis, collègues, famille », a-t-il commencé, sa voix s'imposant instantanément à la salle. Merci de vous joindre à moi pour célébrer 65 ans de vie et de succès. Lorsque je regarde cette salle, je vois les fruits de décennies de travail acharné et de détermination. Il a poursuivi dans cette veine, racontant ses triomphes commerciaux, remerciant les personnes clés qui avaient soutenu sa vision et faisant plusieurs blagues aux dépens des concurrents qui avaient échoué là où il avait réussi. Les invités ont bien ri, levant leur verre au moment opportun. Et, bien sûr, la famille est le fondement de la réussite, a finalement déclaré Harold, en faisant un geste vers Diana, qui a souri de toutes ses dents. Ma femme a été l'épine dorsale de notre foyer, me permettant de me concentrer sur la construction de notre héritage. Il fait ensuite un signe de tête en direction d'Eric. Et mon fils suit mes traces, faisant preuve de la même motivation et du même sens des affaires. Il fait déjà des vagues chez Richardson Financial. Allison a reçu une brève mention pour son travail juridique intéressant. Bien qu'Harold ait réussi à le faire passer pour un hobby excentrique plutôt que pour une carrière réussie dans la lutte contre les entreprises polluantes. J'ai remarqué que sa mâchoire s'est contractée lorsque son partenaire lui a serré la main sous la table. Puis le regard d'Harold s'est posé sur moi. Et la femme d'Eric, Samantha, qui crée ses publicités et ses affiches. Un esprit créatif dans notre famille d'hommes d'affaires. Il y avait un petit rire dédaigneux dans sa voix, sous-entendant clairement que mon travail était insignifiant par rapport aux importantes transactions financières des hommes de la famille. J'ai senti mon visage rougir sous l'effet de l'humiliation et de la colère. Mes publicités et mes affiches avaient remporté des prix dans le secteur et augmenté les revenus des clients de plusieurs millions. Le travail de mon agence avait permis de collecter des fonds importants pour la recherche sur le cancer chez les enfants. Pourtant, Harold n'a cessé de réduire ma carrière à un passe-temps d'enfant. Au fur et à mesure que le discours se poursuivait, je me sentais de plus en plus tendu. Mes doigts agrippaient trop fermement le pied du verre de vin et je me forçais à les détendre. Eric a dû sentir mon malaise, car il s'est penché vers moi et m'a chuchoté « Souris, c'est tout. Tu sais comment il est le jour de son anniversaire. » Mais quelque chose en moi avait atteint un point de rupture. 5 ans de dévalorisation, à voir mon mari se rapetisser en présence de son père, à compromettre mes propres valeurs et ma dignité pour maintenir la paix dans une famille qui ne m'accepterait jamais vraiment. Et la pression montait,
Et le commentaire dédaigneux d'Harold sur ma carrière a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors qu'Harold terminait son discours sous les applaudissements et les verres levés, il m'a regardé dans les yeux, de l'autre côté de la table. Son regard avait quelque chose de provocateur, comme s'il me mettait au défi de contredire son récit de l'harmonie familiale. Il a alors dit, toujours en me regardant, « J'espère que ma belle-fille fera un effort pour s'intégrer davantage dans les traditions de la famille Carson au cours de l'année à venir. Peut-être vous concentrerez-vous davantage sur la création de votre propre famille plutôt que sur ces petits dessins. » Le commentaire est tombé comme une gifle. Eric et moi avions décidé ensemble d'attendre que nos carrières soient mieux établies avant d'avoir des enfants. C'était une décision privée qu'Harold n'avait pas le droit de commenter publiquement. Plusieurs invités ont eu l'air mal à l'aise, détournant le regard ou trouvant soudain leur dessert fascinant. Je me suis levé brusquement, avec l'intention de m'excuser pour aller aux toilettes avant de dire quelque chose que je regretterais. Dans ma précipitation et mon état émotionnel, j'ai mal évalué la distance qui me séparait de la chaise voisine. Ma hanche a heurté la table et j'ai perdu ma prise sur le verre de vin. Le temps a semblé ralentir. J'ai regardé avec horreur le verre basculer, le liquide rouge foncé s'envoler dans les airs, comme au ralenti. Harold s'était déplacé autour de la table pendant son discours et se tenait maintenant à 1 mètre à peine de moi. Le vin a éclaboussé directement sa chemise de smoking blanche immaculée et sa veste noire, créant une explosion de cramoisie sur sa poitrine. Et la salle est devenue mortellement silencieuse. Harold regarda sa chemise tachée, puis me regarda, son visage passant du choc à la rage en quelques secondes. Ses yeux, si semblables à ceux d'Eric mais dépourvus de toute chaleur, se rétrécirent jusqu'à devenir des fentes. « Tu es maladroit, irrespectueux. » commença-t-il, la voix basse et dangereuse. « Je suis vraiment désolé, ai-je soufflé. » Attrapant une serviette et me déplaçant instinctivement pour aider à nettoyer ce qui s'était répandu. C'était un accident, j'ai juste, la suite s'est déroulée si rapidement que j'ai à peine eu le temps de la comprendre. La main droite d'Harold a pivoté vers le haut et s'est heurtée à mon visage dans une gifle à main ouverte qui ressemblait plus à un coup de poing. Et la force de cette gifle m'a fait basculer la tête sur le côté et m'a fait trébucher en arrière. J'ai immédiatement goûté au sang, mes lèvres se sont fendues contre mes dents. La douleur a été fulgurante, irradiant ma mâchoire et ma joue. J'ai porté la main à mon visage, sentant un liquide chaud sur mes doigts. Le sang a coulé de ma lèvre sur le sol poli, des gouttelettes rouges vives sur le marbre coûteux. La voix horrifiée de Diana a brisé le silence stupéfait. Mais Harold n'avait pas fini. Son visage se contorsionne dans une rage qui semble disproportionnée par rapport à l'accident. « Stupide bonne », s'écrie-t-il. Alors que je n'ai jamais été une bonne de ma vie. C'était comme s'il révélait comment il me voyait vraiment. Comme une aide, pas comme une famille. Regarde ce que tu as fait. Cette chemise a coûté plus que ce que tu gagnes probablement en 1 semaine. Va la laver maintenant. Je suis resté figé, le sang coulant encore de ma lèvre, incapable de croire ce qui venait de se passer. Mes yeux cherchaient Eric, cherchant désespérément à ce que mon mari me défende, s'indigne en mon nom, tienne enfin tête à son père. Eric s'était levé de sa chaise, le visage pâle de choc. Pendant un moment d'espoir, j'ai cru qu'il allait s'interposer entre son père et moi pour me protéger. A eu lieu de cela, il s'est arrêté, ses yeux passant du visage enragé d'Harold à mon visage en sang. Je pouvais voir le conflit en lui, le conditionnement de toute une vie luttant contre ce qu'il devait savoir être juste. « Eric », ai-je chuchoté. Ma voix craquant sous l'effet de la douleur et de la trahison. Harold ajusta sa veste tachée, sa perte de contrôle momentanée laissant place à une fureur froide. Contrôle ta femme, Eric. Ce comportement est inacceptable dans ma maison. Tous les regards de la salle sont tournés vers Eric. Ses associés, sa mère, sa sœur, le personnel de service, tout le monde attendait de voir ce qu'il allait faire. Je l'ai vu déglutir difficilement, sa pomme d'Adam se dressant au fur et à mesure qu'il faisait son choix. « Samantha », dit-il, la voix tendue, mais claire dans la pièce silencieuse. Tu devrais t'excuser auprès de mon père. J'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Ce que j'ai réussi à faire, c'est goûter du sang en parlant. Eric n'a pas voulu croiser mon regard. Tu devrais t'excuser pour l'accident, ou tu devrais sortir. Les mots étaient suspendus dans l'air entre nous, irrévocables. À ce moment-là,
Quelque chose de fondamental s'est brisé en moi. Pas seulement mon cœur, mais ma compréhension de ce que nous étions, ensemble, de ce que je pensais être mon mari. Le sang a continué à couler de ma lèvre fendue, parsemant le sol de petits cercles rouges. Personne n'a bougé pour m'aider, pour m'offrir un chiffon pour ma bouche qui saignait, ou pour exprimer son inquiétude face à ma blessure. Par leur silence, ils étaient tous complices. J'ai redressé ma colonne vertébrale, utilisant le dos de ma main pour essuyer le sang sur mon menton. Sans un mot, je me suis retournée et j'ai marché vers la porte, mes talons claquant sur le sol en marbre de la pièce mortellement silencieuse. Je ne me suis pas retournée vers Eric, ni vers Harold, ni vers aucun des visages choqués des invités. Ma joue me lançait, ma lèvre me piquait, mais la douleur de la trahison éclipsait toute gêne physique. Alors que j'atteignais le grand foyer, j'ai entendu Allison m'appeler par mon nom. Mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai récupéré mon écharpe et mon sac à main au vestiaire et je suis sortie seule dans l'air frais de la nuit. L'air de la nuit a frappé mon visage comme une seconde gifle, la brise fraîche piquant ma lèvre fendue. Pendant un moment, je suis restée sur la grande allée du manoir d'Harold, désorientée et en état de choc. Mon esprit s'efforçait de comprendre ce qui venait de se passer, de réconcilier la violence physique avec l'homme qui avait accueilli 40 invités chez lui, de comprendre comment mon mari avait pu choisir son père plutôt que moi après avoir été témoin d'une telle agression. Un valet s'est approché, l'inquiétude se lisant sur son jeune visage. « Madame, vous allez bien ? Avez-vous besoin d'une assistance médicale ?» J'ai dû faire peine à voir, une femme élégamment vêtue avec du sang sur le visage et les mains, seule à l'extérieur d'un manoir où une fête d'anniversaire se poursuivait comme si de rien n'était. « Ma voiture ? S'il vous plaît. » J'ai réussi à dire, d'une voix plus ferme que je ne le sentais, l'Audi noir. Bien sûr, tout de suite. Il s'est dépêché de partir, en parlant rapidement dans sa radio. Je suis restée là, consciente des battements de mon cœur dans mes oreilles. Dans cette maison se trouvait l'homme que j'avais promis d'aimer toute ma vie, l'homme dont je portais la bague, dont j'avais pris le nom, dont j'avais mêlé la vie à la mienne. Il venait de me dire de m'excuser auprès de quelqu'un qui m'avait frappé assez fort pour faire couler du sang, ou de partir, comme s'il s'agissait d'options équivalentes, comme si j'avais fait quelque chose pour mériter la violence. Un tissu est apparu dans ma vision périphérique. Un autre valet, plus âgé celui-là, m'offrait un mouchoir propre. « Pour votre lèvre, madame, dit-il doucement. »« Merci et virgule. » ai-je murmuré en le pressant doucement sur ma bouche. Le tissu blanc s'est immédiatement teinté de rouge. Ma voiture est arrivée et le premier voiturier m'a ouvert la porte. « Vous êtes sûr de vouloir conduire ? Nous pourrions vous appeler un taxi. »« Je vais bien, » ai-je dit automatiquement, alors que j'étais tout sauf bien. J'avais juste besoin de partir pour mettre de la distance entre moi et la famille Carson. En me glissant sur le siège du conducteur, j'ai aperçu mon visage dans le rétroviseur. Mon maquillage soigneusement appliqué était étalé, ma lèvre inférieure enflée et fendue d'un côté, un bleu se formant déjà sur ma joue gauche. 5 ans de mariage, de compromis, d'efforts pour entrer dans le moule de la famille Carson, et voilà où cela m'avait mené, en sang et seul. Dans une voiture devant le manoir de mon beau-père. J'ai démarré le moteur et j'ai descendu prudemment la longue allée en passant devant des jardins manucurés et des fontaines ornementales qui avaient coûté plus cher que les maisons de la plupart des gens. À la barrière de sécurité, le garde a hoché la tête poliment, semblant ignorer ce qui s'était passé à l'intérieur. Peut-être que de tels incidents n'étaient pas rares dans le monde d'Harold. Une fois sur la route principale, je n'avais pas de destination précise en tête. Je ne pouvais pas envisager de retourner dans la maison qu'Eric et moi partagions, pas encore. L'idée d'attendre là, entouré de nos photos de mariage et de nos biens communs, pour un mari qui venait de me trahir publiquement, m'était insupportable. Les larmes ont brouillé ma vision alors que je conduisais sans but dans le quartier huppé. Je me suis arrêtée dans une rue secondaire tranquille, ne me sentant pas capable de conduire en toute sécurité dans mon état émotionnel. Des sanglots ont jailli du plus profond de mon être, brisant le choc. Je pleurais pour l'humiliation que j'avais subie, pour la douleur de la trahison d'Eric et pour la prise de conscience que notre mariage tout entier avait peut-être été construit sur des illusions. Mon téléphone s'est mis à sonner dans mon sac à main. Le nom d'Eric s'affiche sur l'écran. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Il sonna à nouveau, immédiatement et encore. Je l'ai fait taire, incapable d'entendre sa voix ou d'écouter quelque explication ou justification que ce soit. Après m'être calmé suffisamment pour conduire en toute sécurité, j'ai pris une décision. J'avais besoin d'un terrain neutre,
d'un endroit où réfléchir et planifier mes prochaines actions. Je me suis rendue dans un hôtel proche du centre-ville, un hôtel suffisamment agréable pour être sûr, mais pas trop haut de gamme pour que mon apparence débraillée soit une source d'inquiétude. L'employé de nuit à la réception a levé les yeux à mon approche, son sourire professionnel s'effaçant légèrement à la vue de mon visage. « Bonsoir, madame. Que puis-je faire pour vous ? » « J'ai besoin d'une chambre pour ce soir, dis-je en tendant ma carte de crédit. Juste une nuit. » Ses yeux se sont portés sur ma lèvre blessée, mais il s'est abstenu de tout commentaire. « Bien sûr. Puis-je voir une pièce d'identité ? » Alors que je lui remettais mon permis de conduire et ma carte de crédit, j'étais parfaitement consciente de l'image que cela devait donner. Une femme au visage couvert d'échymose qui s'inscrit seule dans un hôtel tard dans la nuit. L'employé a traité mes informations avec une efficacité discrète. « Chambre 412, me dit-il en me remettant une carte magnétique. Les ascenseurs sont à votre droite. Avez-vous besoin d'autre chose ? » J'ai compris ce qu'il me demandait vraiment. J'ai compris ce qu'il me demandait vraiment. Non, merci. Je suis en sécurité maintenant. J'ai prononcé ces mots en les gardant en travers de la gorge, car il soulignait le fait que je n'avais pas été en sécurité dans la maison d'Harold avec mon propre mari. Et la chambre d'hôtel était fade et impersonnelle, mais elle représentait un sanctuaire. J'ai fermé la porte derrière moi, enclenché la chaîne de sécurité et me suis enfin autorisé à ressentir pleinement l'ampleur de ce qui s'était passé. Dans la salle de bain, j'ai soigneusement nettoyé ma lèvre fendue avec de l'eau tiède, en grimaçant à cause de la piqûre. L'échymose sur ma joue s'assombrissait, rappel visible de la violence d'Harold et de l'incapacité d'Eric à me protéger. J'ai quitté ma robe de chambre coûteuse pour enfiler le peignoir offert par l'hôtel. La robe de soirée ressemblant désormais à un costume d'une vie qui n'existait plus. Mon téléphone continuait de s'illuminer de notifications. 10 appels manqués d'Eric, 3 d'Allison, des SMS que je ne pouvais me résoudre à lire. J'ai réglé le téléphone sur ne pas déranger, mais pas avant d'avoir vu un aperçu de texte d'Eric. « S'il te plaît, rentre à la maison. Il faut qu'on parle de... » Parler de quoi ? De la façon dont son père m'a agressé physiquement et dont il n'a rien fait ? De la priorité qu'il a donnée à la chemise tachée d'Harold plutôt qu'à mon visage en sang, comme en 5 années de mariage comptait moins pour lui que l'approbation de son père. Je m'assis sur le bord du lit de l'hôtel, mon esprit repassant en boucle les événements de la soirée. Y avait-il eu des signes que j'avais ignorés ? Oui, un nombre incalculable de fois, quand Eric avait choisi les souhaits de son père plutôt que les nôtres, quand il était resté silencieux face aux critiques d'Harold. Quand il m'avait demandé de faire un compromis juste pour cette fois, pour maintenir la paix. Mais je n'avais jamais imaginé qu'il me laisserait tomber, aussi complètement, aussi publiquement. L'Eric dont je pensais qu'il ne permettrait jamais à quiconque de me faire du mal se mettrait entre moi et le danger sans hésiter. Qui était cet inconnu qui m'avait dit de m'excuser auprès de mon agresseur ou de partir ? À l'aube, j'avais à peine dormi. Mon visage me lançait et mon cœur se sentait vidé. J'ai vérifié mon téléphone et j'ai trouvé 36 appels manqués, 23 d'Eric, 8 d'Allison, 3 de mon amie Rachel et 2 de numéros que je n'ai pas reconnus. Le volume des messages indiquait que la nouvelle s'était répandue au-delà des personnes présentes à la fête. Je ne pouvais encore faire face à aucun d'entre eux. J'avais besoin de temps pour réfléchir et décider de ce que cela signifiait pour mon mariage, mon avenir. J'ai commandé un petit déjeuner au service d'étage. Car je ne pouvais pas manger, et j'ai regardé par la fenêtre la ville qui s'éveillait en contrebas, me sentant déconnecté du monde normal qui se poursuivait à l'extérieur. Vers 9h du matin, j'ai appelé Rachel, mon amie la plus proche depuis l'université. Elle a répondu dès la première sonnerie, « Samantha, oh mon Dieu, tu vas bien ? Allison m'a appelé pour te chercher. Elle m'a dit ce qui s'était passé, où es-tu ? » Entendre sa voix remplie d'une véritable inquiétude a brisé quelque chose en moi. Il m'a frappé, Rachel, ai-je dit, la voix brisée. Harold nous a frappés, Eric et moi. Eric m'a dit de m'excuser auprès de lui. Bon sang, a soufflé Rachel. Où es-tu maintenant ? Je viens te chercher. Je lui ai donné les coordonnées de l'hôtel, reconnaissant au-delà des mots pour son soutien immédiat et inconditionnel. À au bout de 45 minutes, elle frappait à ma porte, haletant en voyant mon visage. Ce salaud, dit-elle en me serrant doucement dans ses bras. Tous les deux. Des salauds. Rachel m'a aidé à rassembler mes quelques affaires. Tu vas rester avec moi, dit-elle d'un ton qui ne souffre aucune discussion. Aussi longtemps que tu en auras besoin.
En quittant l'hôtel, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie. Je ne reviendrai pas. Pas auprès d'Éric. Pas dans un mariage où je passais après un beau-père violent. Pas dans une relation fondée sur une trahison aussi fondamentale de la confiance. Cette décision n'a pas été prise sous le coup de la colère ou de la précipitation, malgré la fraîcheur des blessures. Ce fut un moment de lucidité, où l'on a reconnu que certaines lignes, une fois franchies, ne peuvent plus l'être. Un homme qui pouvait regarder sa femme se faire frapper et saigner et choisir le camp de l'agresseur n'était pas un homme avec qui je pouvais construire ma vie. Alors que Rachel nous conduisait à son appartement, j'ai regardé les rues de la ville qui défilaient, les mêmes rues, les mêmes bâtiments qu'hier. Mais tout avait changé. J'avais changé. Et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et la chambre d'amis de Rachel est devenue mon sanctuaire pour la semaine suivante. C'était un petit espace avec un lit jumeau, un bureau et une fenêtre donnant sur une petite rue tranquille. Mais il représentait la sécurité et le soutien inconditionnel. Rachel vivait seule dans un appartement de 2 chambres dans un quartier artistique diversifié, à l'autre bout de la ville de la maison de banlieue qu'Éric et moi avions partagée. Le changement d'environnement m'a aidé à me changer les idées. Le matin suivant l'incident, je me suis réveillée et j'ai constaté que mon visage était beaucoup plus enflé, l'ecchymose sur ma joue était devenue d'un violet profond qu'aucun correcteur ne pouvait dissimuler. Ma lèvre fendue était recouverte de sang séché, douloureux lorsque je parlais ou essayais de manger. Rachel a pris des photos pour la documentation. Mais je n'étais pas prêt à penser au type de documentation dont j'aurais besoin. Mon téléphone continuait à accumuler les appels et les messages manqués. Les textos d'Éric évoluaient de manière confuse. Où es-tu? S'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse en parler. Trop en colère. Tu réagis de manière excessive. Papa a dépassé les bornes, mais toi aussi. Je te supplie, s'il te plaît, Sam, je t'aime. Nous pouvons surmonter cette épreuve. Je les ai tous lus, mais je n'ai répondu à aucun. Les messages d'Allison étaient différents, pleins d'excuses et d'inquiétudes. Ce que papa avait fait était inexcusable. J'aurais dû faire plus. S'il te plaît, fais-moi savoir que tu es en sécurité. J'ai fini par lui envoyer un bref message pour lui faire savoir que j'étais chez une amie et que j'allais bien. Le 3e jour, Rachel m'a convaincu de consulter un médecin. Il faut que ce soit bien documenté, a-t-elle insisté. Et s'assurer que rien n'est cassé. Le médecin des urgences a examiné mon visage avec un détachement clinique. Contusion importante à l'arcade zygomatique gauche, a-t-elle noté. Lacération de la lèvre inférieure d'environ 1 cm. Cela correspond à un traumatisme par objet contondant. Elle lève les yeux de sa tablette. Mademoiselle Carson, aimeriez-vous avoir des informations sur les victimes de violences domestiques? Cette question m'a fait sursauter. J'avais considéré l'incident comme un événement unique, une nuit terrible qui avait révélé la vérité sur mon mariage. Mais le fait d'entendre parler de violences domestiques a changé quelque chose dans ma perception. Et il ne s'agissait pas seulement d'un beau-père qui perdait son sang-froid ou d'un mari qui ne me défendait pas. Il s'agissait d'entrer dans un système familial où la violence était une réponse acceptable à un verre renversé. Oui, ai-je dit au bout d'un moment. J'aimerais avoir accès à ces ressources. Cet après-midi-là, j'ai appelé mes parents. J'avais évité de le faire, sachant qu'ils seraient inquiets et que mon père voudrait probablement confronter Harold et Eric directement, mais j'avais besoin de leur soutien. Et ma mère a répondu, sa voix s'est éclaircie lorsqu'elle a reconnu la mienne. Samantha, comment s'est passée la grande fête d'anniversaire? Ton père et moi parlions justement de t'appeler. Je me suis alors effondrée, la façade d'adaptation s'effritant au son de la voix de ma mère. À travers les larmes, j'ai expliqué ce qui s'était passé, en essayant de m'en tenir aux faits sans les embellir émotionnellement. Il y a eu un long silence lorsque j'ai terminé. Nous arrivons, dit ma mère, la voix serrée par une colère contrôlée. Prends ce dont tu as besoin, tu rentres à la maison avec nous. Maman, tu n'as pas besoin de venir jusqu'ici. Je suis en sécurité chez Rachel. Samantha Jean, dit-elle en utilisant mon 2e prénom comme elle le faisait toujours quand elle était très sérieuse. Ton père et moi sommes en train de monter dans la voiture. Nous serons là à l'heure du dîner. Ce n'est pas négociable. Fidèles à leur parole, mes parents sont arrivés à l'appartement de Rachel 6 heures plus tard, en provenance directe de Columbus. Ma mère a sursauté en me voyant, les larmes aux yeux. Mon père, d'habitude si doux et mesuré,
avait l'air de vouloir se rendre directement au manoir d'Harold. « Je vais le tuer », a-t-il dit, les mains tremblantes de rage. « Je les tuerai tous les deux. »« Papa, non », ai-je dit fermement. « Ce n'est pas pour cela que je t'ai appelé. J'ai besoin de soutien, pas de plus de violence. Nous avons passé la soirée à faire des projets. Mes parents voulaient que je retourne en Ohio avec eux, au moins temporairement. Ma mère m'a conseillé de me donner de l'espace pour réfléchir. Loin de l'influence d'Eric. Loin de l'influence et de la pression d'Eric. Le lendemain, Rachel et mes parents m'ont aidé à rassembler les objets essentiels de la maison pendant qu'Eric était au travail. C'était surréaliste d'entrer dans ce qui avait été ma maison pendant 5 ans, avec mon père qui montait la garde à la porte, comme s'il s'attendait à ce qu'Eric apparaisse. J'ai emballé des vêtements, des documents personnels, mon ordinateur portable et quelques objets sentimentaux qui n'appartenaient qu'à moi. J'ai laissé mon alliance sur la commode. Avant de quitter la ville avec mes parents, j'ai passé 2 appels importants. Le premier était un thérapeute recommandé par les ressources contre la violence domestique. Le second un avocat. Le thérapeute, le docteur Lawson, m'a parlé brièvement au téléphone. « Ce que vous vivez est un traumatisme, m'a-t-elle dit. Il s'agit à la fois de l'agression physique et de la trahison de votre mari. Ce genre d'événement peut faire voler en éclats nos idées sur la sécurité et la confiance. J'ai une place disponible mardi prochain si vous voulez venir. L'avocate a été directe et pratique. Documentez tout, conseille-t-elle. Le rapport médical, les photos de vos blessures, tous les messages textuels ou électroniques qui font référence à l'incident. Ne supprimez rien, même si Eric s'excuse ou tente de minimiser ce qui s'est passé. Lorsque j'ai posé des questions sur le divorce, elle ne m'a ni encouragé ni découragé. C'est une décision personnelle. Je peux vous dire que, d'après mon expérience, la violence physique est rarement isolée. Elle fait généralement partie d'un schéma, même si c'est la première fois qu'elle se manifeste de cette manière. En m'installant dans ma chambre d'enfant, dans la maison de mes parents. J'ai eu le temps de réfléchir à ce schéma. Harold n'avait jamais été physiquement violent en ma présence, mais les germes étaient là. Dans son comportement contrôlant, sa colère explosive pour des problèmes mineurs, sa façon de traiter le personnel de service et la manière dont Diana sursautait légèrement lorsqu'il élevait la voix. Eric. J'ai fait défiler les images mentales de notre mariage, voyant maintenant ce que j'avais choisi d'ignorer. Comment il devenait anxieux avant les visites de son père, vérifiant et revérifiant les détails pour éviter les critiques d'Harold. Comment il était d'accord avec les opinions offensantes d'Harold, puis me disait plus tard qu'il n'y croyait pas vraiment. Comment il m'a progressivement poussé à changer certains aspects de ma personne. Mon apparence, mes ambitions professionnelles, et même mes opinions politiques, afin de mieux répondre aux attentes d'Harold. 2 semaines après mon départ, j'ai finalement accepté de rencontrer Eric dans un endroit neutre, un café du centre-ville. Il m'attendait déjà à mon arrivée et s'est levé rapidement en me voyant. L'échymose sur mon visage s'était estompée et n'était plus qu'une ombre jaunâtre, mais mes lèvres présentaient encore une coupure cicatrisante visible. « Sam, dit-il, la voix brisée. Merci d'être venu à ma rencontre. J'étais si inquiet. » Je me suis assise en face de lui, gardant une distance physique. De près, il avait l'air affreux. Mal rasé, des cernes sous les yeux, une certaine énergie désespérée. Une partie de moi avait envie de le réconforter, de retomber dans le schéma familier de la gestion de ses besoins émotionnels. Je résiste à cette envie. Je reste chez mes parents, ai-je dit d'un ton ferme. J'avais besoin d'espace pour réfléchir. Je comprends, dit-il rapidement. Ce qui s'est passé est horrible. Papa a complètement dépassé les bornes. Il n'avait jamais rien fait de tel auparavant. Je le jure. Il était ivre et stressé par une affaire. Arrête, ai-je interrompu. Es-tu en train de trouver des excuses pour qu'il me frappe? Eric regarde son café. Non, bien sûr que non. C'était inexcusable. Il le sait. Il veut s'excuser en personne. L'idée d'affronter à nouveau Harold me retourna l'estomac. Je ne veux pas de ses excuses. Ce que je voulais, c'était que mon mari me défende, qu'il me choisisse pour être indigné que quelqu'un m'ait fait du mal. Au lieu de cela, tu m'as dit de m'excuser auprès de lui. J'étais en état de choc, plaide Eric. Vous ne comprenez pas ce que c'est avec lui. En grandissant, nous n'avons jamais défié papa. Jamais.
Il a un caractère bien trempé. Quand maman essayait de lui tenir tête, les choses empiraient. J'ai eu froid dans le dos. Pire comment? Le silence d'Eric m'a tout dit. Il ne s'agissait pas d'un incident isolé. Il s'agissait d'un modèle de comportement que je ne voyais clairement que maintenant. A-t-il frappé ta mère, toi, tes frères et sœurs? Ce n'était pas comme ça, dit Eric sur la défensive. Papa croit en la discipline. C'est la vieille école, vous savez. Quelquefois, quand j'étais adolescent, les choses sont devenues physiques. Mais il s'est assagi avec l'âge. Il ne s'est pas suffisamment assagi, visiblement. Eric, écoute-toi. Tu es en train de normaliser la maltraitance. Ce n'est pas de la maltraitance, insiste-t-il, même si ses yeux ne rencontrent pas les miens. Papa a tout construit à partir de rien. Il a eu une enfance difficile. Parfois. Il ne sait pas comment s'exprimer. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure en tournant en rond. Eric reconnaissait tour à tour que le comportement de son père n'était pas correct et il lui cherchait des excuses. Il a promis que les choses seraient différentes, qu'il fixerait des limites avec Harold pour que nous puissions repartir sur de nouvelles bases. Je t'aime, samedi. S'il te plaît, rentre à la maison. À quelles conditions, ai-je demandé. Devrais-je encore voir Harold lors d'événements familiaux? Est-ce que tu lui tiendras tête la prochaine fois? Ou est-ce que je serais à nouveau seul? Eric a hésité, et c'est dans cette hésitation que se trouvait ma réponse. Il ne pouvait pas promettre de me choisir plutôt que son père, pas vraiment. La programmation était trop profonde. J'ai besoin de plus de temps, ai-je finalement dit. Et j'ai quelques conditions non négociables si nous avons une chance de nous en sortir. Premièrement, je ne serai plus jamais en présence d'Harold. Deuxièmement, nous commençons immédiatement une thérapie de couple. Troisièmement, vous commencez une thérapie individuelle pour traiter votre relation avec votre père. Eric a pris un air effaré. Ne plus jamais voir papa. Ce n'est pas possible, samedi. C'est mon père. Il y a des fêtes, des événements familiaux. Alors tu as ta réponse, ai-je dit calmement. Et moi aussi. J'ai quitté le café en me sentant étrangement calme. La décision avait été prise, non pas dans le feu de l'action, mais après mûre réflexion. Le lendemain, j'ai demandé la séparation de corps. Dans les mois qui ont suivi, j'ai reconstruit ma vie morceau par morceau. J'ai trouvé un emploi dans une autre agence de marketing dans ma ville natale. J'ai loué un petit appartement, je l'ai meublé avec des objets qui n'appartenaient qu'à moi, je l'ai décoré selon mes propres goûts plutôt qu'avec la palette neutre qu'Eric avait préférée. J'ai poursuivi ma thérapie. Travaillant non seulement sur le traumatisme de cette nuit-là, mais aussi sur la lente érosion de mon moi qui s'était produite tout au long de mon mariage. Lawson m'a aidé à reconnaître les signaux d'alarme que j'avais ignorés, les compromis qui étaient allés au-delà des concessions normales dans une relation, jusqu'à l'abandon de SOI. Et la violence physique a été le point de rupture qu'elle a observé au cours d'une séance, mais les fondations se fissuraient depuis des années. Elle avait raison. En essayant de plaire à Eric, par extension, à Harold, j'avais progressivement étouffé ma propre voix, douté de mes propres perceptions et accepté un traitement que je n'aurais jamais toléré au début de notre relation. 3 mois après notre séparation, j'ai demandé le divorce. Eric l'a d'abord contesté, croyant toujours que nous pourrions nous réconcilier, mais, voyant ma détermination, il a fini par accepter une dissolution non contestée. Nous avons divisé nos biens de manière équitable. La procédure étant facilitée par le fait que nous n'avions pas d'enfant. Le jour où j'ai signé les papiers du divorce, j'ai ressenti un mélange complexe de chagrin et de libération. J'avais investi 5 ans de ma vie dans une relation qui avait finalement échoué. Pourtant, j'étais désormais libre, libéré de l'influence d'Harold, libéré de l'incapacité d'Eric à être le partenaire dont j'avais besoin, libre de me reconstruire selon mes propres termes. Ce soir-là, j'ai reçu un appel inattendu d'Alison. J'ai appris que le divorce avait été prononcé, m'a-t-elle dit. Comment vas-tu? Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Elle m'a raconté des choses sur son enfance qui ont confirmé mes pires soupçons sur Harold, les abus émotionnels et parfois physiques, les critiques constantes, les normes impossibles à respecter. Papa a brisé quelque chose en chacun de nous, dit-elle. James ne parle pratiquement plus à aucun d'entre nous. Maman n'est plus que la coquille de celle qu'elle aurait pu être. Et Eric? Eric a toujours eu le pire parce qu'il était le fils sur lequel papa avait placé tous ses espoirs.
Cela explique son comportement, ai-je dit, mais cela ne l'excuse pas, point. Non, acquiesce Allison. C'est vrai. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as pris la bonne décision. J'aimerais avoir votre courage dans mes propres relations, point. Alors que nous mettions fin à l'appel, elle a dit quelque chose qui m'est resté en mémoire. Papa ne s'est pas contenté de te frapper cette nuit-là, Samantha. Il t'a montré qui était vraiment notre famille. Peut-être qu'un jour, nous trouverons tous la force de nous libérer comme tu l'as fait. Ces mots ont cristallisé quelque chose que je ressentais mais que je n'arrivais pas à formuler. En ce moment terrible où la main d'Harold est entrée en contact avec mon visage, où le sang a coulé sur les sols en marbre et où Eric m'a dit de m'excuser ou de partir. L'illusion de la famille dans laquelle je m'étais mariée avait volé en éclats. Dans cet éclatement se trouvait un terrible cadeau, la vérité, douloureuse mais nécessaire à la guérison. 6 mois après le divorce, j'avais trouvé un nouveau rythme de vie. Mon poste de directrice principale de la création à l'agence Columbus était stimulant et épanouissant. Je m'étais fait de nouveaux amis par l'intermédiaire d'un collectif artistique local et j'avais renoué avec d'anciens amis d'avant mon mariage. Mon appartement, autrefois spartiate et temporaire, était devenu une véritable maison remplie de couleurs, d'œuvres d'art et de plantes. Toute chose qui exprimait ma personnalité d'une manière que j'avais atténuée pendant mon mariage. Et la thérapie est restée la pierre angulaire de mon processus de guérison. Le docteur Lawson et moi avions dépassé le traumatisme immédiat de l'agression d'Harold et de la trahison d'Eric pour examiner des schémas plus profonds dans ma VIE. Ma tendance à accommoder les autres à mes dépens, ma difficulté à fixer et à maintenir des limites, ma peur du conflit qui m'avait conduit à ravaler ma vérité trop souvent. La confrontation n'a pas besoin d'être combative, m'a rappelé le docteur Lawson lors d'une séance. Elle peut être clarifiante. Parfois, nous devons faire face à des vérités difficiles pour les assimiler pleinement et les dépasser. C'est à cette conversation que je pensais lorsque j'ai reçu un courriel inattendu d'Eric, la première communication directe que nous ayons eue depuis des mois. L'objet du message était simple, pouvons-nous parler ? Le message était bref et étonnamment humble. J'ai beaucoup réfléchi et travaillé sur moi-même. Il y a des choses que je dois te dire, non pas pour essayer de te reconquérir ou de te faire changer d'avis sur le divorce, mais parce que je te dois ces mots. Accepteriez-vous de nous rencontrer, selon vos conditions, votre lieu, ce qui vous conviendrait le mieux ? J'ai gardé le courriel pendant plusieurs jours, en discutant avec le docteur Lawson et mes amis les plus proches. Une partie de moi voulait l'effacer et continuer à avancer sans rouvrir des blessures qui étaient en train de se cicatriser. Mais une autre partie a reconnu qu'il pouvait être utile de tourner la page en écoutant ce qu'Eric avait à dire, maintenant que le temps et la distance avaient créé un espace de réflexion. Après mûre réflexion, j'ai répondu en proposant une rencontre dans un parc public près de mon appartement pendant la journée. Eric a immédiatement accepté. Le jour de notre rencontre était frais et clair. Le début de l'automne peignant les arbres d'or et de pourpre. J'y suis arrivé tôt, choisissant un banc avec une bonne vue sur les environs, un instinct d'autoprotection qui était devenu une seconde nature depuis cette nuit-là. Eric s'est approché lentement, ce qui m'a donné le temps de le voir arriver. Et elle avait l'air différent, plus mince, plus sérieux, mais aussi, d'une certaine manière, plus présent en lui-même. Il était vêtu simplement d'un jean et d'un pull. Il n'y avait aucune des marques de créateurs dont Harold avait toujours insisté sur la nécessité pour faire bonne impression. « Merci de me rencontrer », a-t-il dit, restant debout, jusqu'à ce que je lui fasse signe de s'asseoir à l'autre bout du banc. « Vous avez l'air en forme. »« Je le suis. »« Bien, » ai-je répondu, surpris de constater que c'était vrai. « De quoi voulais-tu parler, Eric ?» Il a pris une grande inspiration. « D'abord, je veux m'excuser. » Vraiment m'excuser ? Pas excuser ou justifier ou minimiser ce qui s'est passé. Ce que mon père a fait, c'est une agression, purement et simplement. Et ce que j'ai fait, ou n'ai pas fait, est impardonnable. Tu méritais un mari qui te protégerait, te soutiendrait, te choisirait. J'ai complètement échoué à ce moment-là et dans les nombreux moments qui ont précédé. Ces paroles étaient clairement répétées mais semblaient sincères. J'ai hoché la tête, reconnaissant ses excuses, sans les accepter pour autant. Continue. Après ton départ, après le divorce, j'ai commencé une thérapie. Pas une thérapie de couple, évidemment, mais une thérapie individuelle. Ça a été dur. Plus difficile que tout ce que j'ai jamais fait. En regardant ma relation avec mon père, en voyant les schémas d'abus. Je me suis normalisée en reconnaissant comment j'avais introduit ce dysfonctionnement dans notre mariage.
Il regarde ses mains. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que j'avais passé toute ma vie à rechercher l'approbation de mon père, même si cela signifiait trahir mes propres valeurs ou blesser des gens que j'aime. Ce qui s'est passé à sa fête d'anniversaire n'était pas isolé. C'était l'aboutissement d'une vie entière passée à le préférer à tout et à tous les autres. Il y avait quelque chose de différent dans le comportement d'Eric, un ancrage, une appropriation de ces mots qui n'existaient pas auparavant. Il ne cherchait pas à me rassurer ou à me valider, comme il l'aurait fait par le passé. Et Harold ? J'ai demandé, mon rythme cardiaque augmentant légèrement, rien qu'en prononçant son nom. Es-tu toujours en contact avec lui ? L'expression d'Eric se durcit légèrement. Des contacts limités. Après des mois de thérapie, je l'ai enfin confronté à son comportement. Pas seulement envers toi, mais pendant toute mon enfance. Ça ne s'est pas bien passé. Elle a refusé de reconnaître ses torts, m'a traité d'ingrat, a menacé de m'exclure de son testament. Et cette menace a fonctionné ? Comme toujours auparavant. Non, dit Eric à voix basse. Pour la première fois de ma vie, j'ai tenu bon. Je lui ai dit que je ne voulais pas de son argent s'il était accompagné de contrôle et d'abus. Je lui ai dit que ce qu'il t'avait fait était une agression criminelle, et que je ne me pardonnerais jamais de ne pas t'avoir protégé. J'ai étudié son visage, à la recherche de signes de l'Eric évitant les conflits et appréciant les gens que j'avais connus. Au lieu de cela, j'ai vu quelqu'un qui avait commencé le difficile travail de confrontation avec des vérités douloureuses. Que s'est-il passé ensuite ? Demandai-je. Il m'a renié, dit Eric avec une pointe de rire amer. Il m'a littéralement dit que je n'étais plus son fils. Le lendemain, j'ai perdu mon poste chez Richardson Financial. Il s'avère que papa avait plus d'influence que je ne le pensais. Je travaille maintenant dans une plus petite entreprise, je gagne moins d'argent, mais je fais un travail auquel je crois vraiment. Une partie de moi, une petite partie encore blessée, s'est sentie justifiée en entendant qu'Harold avait au moins subi les conséquences de son comportement, même si c'était de manière indirecte. Mais je me sentais surtout triste pour les générations de dégâts que cet homme avait infligés à sa famille. Et votre mère, vos frères et sœurs ? Maman est toujours avec lui, elle lui trouve toujours des excuses. Allison et moi nous sommes rapprochés. Elle a été mon plus grand soutien dans tout ça. James a fait son coming out et nous a officiellement présenté son petit ami de longue date. Papa a refusé de le reconnaître, bien sûr. Nous avons parlé pendant près de 2 heures. La conversation se déroulant plus facilement au fur et à mesure que le temps passait. Eric nous a fait part des résultats de sa thérapie, de ses tentatives pour reconstruire des relations endommagées par le fait qu'il ait permis à Harold de s'épanouir, de sa lutte pour se forger une identité distincte des attentes de son père. J'ai parlé de mon propre parcours, de la réussite professionnelle que j'avais obtenue sans les relations d'Eric, de la liberté que je ressentais en prenant des décisions uniquement pour moi-même, de la lente reconstruction de la confiance en mon propre jugement. Je veux que tu saches, a déclaré Eric à la fin de notre conversation, que je n'attends rien de toi. Je ne demande pas la réconciliation, ni même le pardon. J'ai juste besoin que tu entendes que je sais à quel point je t'ai déçu et que j'essaie de devenir quelqu'un qui ne commettra plus jamais cette erreur. J'ai considéré ces mots avec attention. Merci d'avoir dit cela. Je ne sais pas si je pourrai jamais pardonner complètement ce qui s'est passé, mais j'apprécie que tu le reconnaisses. Et je suis sincèrement heureux que vous fassiez le nécessaire pour briser le cycle. Alors que nous nous apprêtions à nous séparer, Eric a hésité. Il y a encore une chose. Papa est confronté à des problèmes juridiques, des allégations de fraude liées aux concessions. C'est très discret pour l'instant, mais il y a une enquête fédérale. Son empire pourrait être bâti sur du sable. J'ai absorbé ces informations sans éprouver ni joie ni tristesse face à la chute potentielle d'Harold. J'espère que la justice sera rendue. Quelle qu'elle soit. Nous nous sommes quittés sur une poignée de main maladroite mais civile. En regardant Eric s'éloigner, j'ai eu l'impression qu'un chapitre se refermait vraiment. Quel que soit le chemin emprunté par Eric, qu'il s'agisse d'un véritable changement ou d'une autre forme d'auto-illusion, il n'était plus entrelacé avec le mien. Dans les semaines qui ont suivi notre rencontre, j'ai réfléchi au chemin parcouru depuis cette femme aux lèvres ensanglantées qui s'enfuyait d'un manoir dans la nuit. La confrontation avec Eric avait permis de clarifier les choses, comme l'avait suggéré le docteur Lawson. Elle n'avait pas changé le passé ni effacé les blessures, mais elle avait confirmé que ma décision de partir était la bonne, non seulement pour ma sécurité,
mais aussi pour mon âme. Ma vie a continué à s'épanouir d'une manière qui n'aurait pas été possible avec les contraintes de mon mariage. J'ai pris des cours de photographie, ce que j'avais toujours voulu faire, mais qu'Eric avait rejeté comme n'étant pas pratique. J'ai voyagé seul au Nouveau-Mexique pour assister à une conférence sur le design et j'ai prolongé mon séjour pour explorer la scène artistique de Santa Fe. J'ai eu quelques rendez-vous, rien de sérieux pour l'instant, mais chacun d'entre eux a été l'occasion d'affirmer que je pouvais me fier à moi pour reconnaître le respect et la gentillesse. À eu travail, j'ai mené une campagne pour une organisation de sensibilisation à la violence domestique, en canalisant mon expérience personnelle dans la création de matériel susceptible d'aider les autres à reconnaître les signes d'alerte qui m'avaient échappé. Et la campagne a remporté un prix national, plus important encore, a permis d'augmenter de 30% le nombre d'appels à la ligne d'assistance téléphonique de l'organisation. 7 mois après ma rencontre avec Eric, j'ai reçu une coupure de presse d'Allison. Un petit article annonçant l'inculpation d'Harold Carson pour fraude fiscale et fausse déclaration financière. Et la photo qui l'accompagnait montrait Harold sortant d'un tribunal, l'air soudainement vieux et diminué, sans ses habituels atours de pouvoir. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en voyant cela, seulement une confirmation silencieuse que les apparences cachent souvent des vérités plus profondes. L'image de réussite et de respectabilité soigneusement construite par Harold avait dissimulé la corruption, tout comme son charme public avait masqué la violence privée. À cette époque, j'ai également repris contact avec Michael, un graphiste que je connaissais professionnellement depuis des années. Ce qui a commencé comme une collaboration sur un projet s'est transformé en amitié et finalement en une prudente romance. Contrairement à Eric, Michael ne cherchait pas à me contrôler ou à me changer. Il m'écoutait quand je parlais, respectait mes limites sans poser de questions et faisait preuve d'une gentillesse constante, non seulement à mon égard, mais aussi à l'égard du personnel de service, des collègues et des étrangers. Lorsque j'ai fini par raconter l'histoire de mon mariage et de sa fin, la réponse de Michael a été simple et parfaite. Je suis tellement désolée de ce qui t'est arrivé, et je suis impressionnée par le courage dont tu as fait preuve en partant. Merci de m'avoir confié ton histoire. Avec Michael, j'ai appris que l'amour n'exige pas de diminuer ou de compromettre ses valeurs fondamentales. Et elle n'exige pas le silence face au mal. Il ne pose pas de conditions à la protection et au soutien. Ce sont des leçons durement acquises dans la douleur, mais d'une clarté inestimable. 1 an après le divorce, j'ai reçu une lettre d'Eric. Il déménageait à l'autre bout du pays pour prendre un nouveau départ. Sa dernière confrontation avec Harold l'avait éloigné de ses deux parents. Même s'il restait proche de ses frères et sœurs. Il poursuivait sa thérapie et commençait à faire du bénévolat au sein d'un groupe d'hommes dont l'objectif est de briser le cycle de la violence. Je regretterai toujours cette nuit-là, ainsi que toutes les façons dont j'ai manqué à mes devoirs envers toi avant qu'elles ne se produisent, écrit-il. Mais je veux que tu saches que le courage dont tu as fait preuve en t'éloignant m'a finalement forcé à affronter des vérités que j'aurais pu éviter toute ma vie. J'espère que tu trouves le bonheur et la paix. J'ai plié la lettre avec soin et l'ai placée dans une boîte avec d'autres souvenirs de ce chapitre de ma vie. Je ne l'ai pas exposée, je ne m'y suis pas attardée, mais je l'ai conservée comme une partie du voyage qui m'a façonné. Quelle que soit la voie qu'emprunterait Eric, j'espérais sincèrement qu'il trouverait la force de se libérer complètement de l'influence toxique d'Harold. Mon propre chemin était désormais plus clair. Éclairé par une sagesse durement acquise et un engagement profond à honorer ma propre valeur. Et la femme qui s'était excusée d'exister trop bruyamment dans le monde d'Harold Carson avait trouvé sa voie, ses limites et son pouvoir, et elle n'allait plus jamais y renoncer. 2 ans après cette nuit fatidique, lors de la fête d'anniversaire d'Harold, je me tenais au centre d'une galerie, entourée de mes photographies. L'exposition intitulée Aftermath Portrait of Resilience présentait des femmes ayant survécu à des violences domestiques, capturées non pas en tant que victimes mais en tant que guerrières, leur force, leur dignité et leur humanité étant mises en évidence. Le projet avait commencé comme une thérapie personnelle, un moyen de traiter ma propre expérience à travers l'art. Il s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus vaste grâce au soutien d'organisations de défense et à des subventions de fondations artistiques. Chaque portrait était accompagné d'une brève narration, l'histoire des femmes étant racontée avec leurs propres mots. Ma propre photo et mon histoire ont été incluses, et je ne me suis plus sentie obligée de les cacher ou de les minimiser. C'est un travail extraordinaire, a déclaré Samantha Lawson, qui était venue à la réception de la soirée d'ouverture. Au cours des 2 dernières années, notre relation a évolué de thérapeute-patient à quelque chose de plus proche du mentorat et finalement de l'amitié alors que je terminais ma thérapie formelle. Quel effet cela fait-il de voir tout cela se concrétiser ?
Surréaliste, ai-je admis en regardant la galerie bondée. Il y a 2 ans, je n'aurais jamais pu imaginer être ici. J'essayais simplement de survivre chaque jour, point. Et maintenant, vous vous épanouissez, m'a-t-elle dit chaleureusement. C'est ça, le voyage, point en effet. Ma vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire ce soir-là. J'ai fui le manoir d'Harold avec du sang sur le visage. Ma carrière s'était épanouie. J'étais désormais directeur de la création dans l'une des meilleures agences de la ville. Mon travail se concentrait principalement sur des campagnes pour des organisations de justice sociale et des associations à but non lucratif. La campagne de sensibilisation à la violence domestique avait débouché sur des projets similaires, me permettant d'aligner mes compétences professionnelles sur des causes auxquelles je croyais profondément. Et ma relation avec Michael s'est approfondie et s'est progressivement construite sur la base d'un respect mutuel et d'un véritable partenariat. Elle avait emménagé il y a 6 mois, et notre maison était un espace chaleureux et créatif où nous pouvions tous deux nous adonner à nos passions sans jugement ni contrôle. Le soutien indéfectible de Michael à mon projet d'exposition, qu'il s'agisse de m'aider à transporter le matériel sur les lieux de tournage ou de m'écouter pendant que je traitais le poids émotionnel des histoires des femmes, avait confirmé ce que je savais désormais être une relation saine. Quant aux garçons, je n'avais qu'une connaissance limitée de leur situation actuelle. Allison et moi avons maintenu un contact occasionnel, principalement par le biais des médias sociaux et de rares appels téléphoniques. Grâce à elle, j'ai appris qu'Harold avait finalement plaidé coupable à des accusations réduites de fraude fiscale, recevant une amende substantielle et une mise à l'épreuve plutôt qu'une peine de prison. Son empire commercial s'était effondré, la plupart des concessionnaires ayant été vendus pour couvrir les frais de justice et les pénalités. Le puissant Harold Carson vit désormais dans un état bien moindre. Son influence et sa fortune ont diminué. Eric a en effet traversé le pays et s'est installé dans l'Oregon, où il travaille pour une société financière spécialisée dans l'environnement. Selon Allison, il poursuivait sa thérapie et s'était impliqué dans le mentorat de garçons issus de familles difficiles. Et elle sortait avec quelqu'un de nouveau, une relation qui semblait plus saine que la nôtre. Je lui ai souhaité bonne chance à distance, nos contacts directs se limitant à des courriels occasionnels. Diana avait finalement quitté Harold après 43 ans de mariage. Cette évolution avait choqué tout le monde, sauf peut-être le docteur Lawson, qui avait observé que les changements majeurs de statut créent souvent des occasions de rompre des schémas établis de longue date. Lorsqu'Harold a perdu son argent et son statut, il a également perdu ses principaux outils de contrôle, avait-elle expliqué. Diana pouvait enfin entrevoir une issue. Ces fragments d'informations sur les garçons me parvenaient comme des dépêches d'une autre vie. Une vie qui me semblait de plus en plus lointaine à mesure que je construisais ma nouvelle réalité. Les cicatrices physiques de cette nuit-là s'étaient complètement estompées. Et la lèvre fendue s'était cicatrisée, l'hématome avait disparu, mais les leçons émotionnelles étaient restées intégrées à ce que j'étais devenue. Samantha Michael s'approche, accompagnée d'un journaliste du magazine artistique local. Désolée de vous interrompre, mais Elise voulait vous poser quelques questions sur l'exposition, si vous avez le temps. Après l'interview, Michael et moi avons circulé dans la galerie, saluant les visiteurs et répondant aux questions sur le projet. Les réactions ont été extrêmement positives, et plusieurs visiteurs ont fait part de leur propre expérience de la violence relationnelle, souvent pour la première fois. Votre travail a créé un espace sûr pour ces conversations, a observé Carmen, la directrice d'un refuge local pour femmes qui m'a aidé à entrer en contact avec un grand nombre des sujets des portraits. C'est un don rare et précieux. Plus tard dans la soirée, alors que la foule s'amenuise et que l'événement se termine, je me retrouve seule devant mon autoportrait. Et la photographie me montrait de profil, le visage légèrement tourné vers l'appareil photo, l'éclairage de la galerie mettant en valeur la détermination de mon expression. Le texte qui l'accompagnait était simple, je suis partie avec rien d'autre que ma dignité. Il s'est avéré que c'était tout ce dont j'avais besoin pour me reconstruire. En regardant cette image, j'ai réfléchi au parcours de ces 2 dernières années. Et la douleur, la guérison, la croissance, la reconstruction. J'ai pensé à tout ce que j'avais appris, des leçons que j'aurais aimé comprendre plus tôt, mais que je suis heureuse de connaître maintenant. J'avais appris que l'amour ne devrait jamais vous obliger à vous rapetisser, à taire votre voix ou à accepter le manque de respect. J'ai appris que les systèmes familiaux peuvent être toxiques et que la loyauté envers les autres ne doit jamais l'emporter sur la loyauté envers son propre bien-être et ses propres valeurs. J'avais appris que partir est parfois l'acte d'amour de soi le plus puissant qui soit. Et surtout, j'avais appris que la guérison n'est pas une destination, mais un processus, qui continue à se dérouler de manière inattendue.
Les morceaux brisés de mon ancienne vie n'avaient pas été simplement réparés. Ils avaient été transformés en quelque chose de nouveau et de plus fort, comme dans l'art japonais du kintsugi, où les poteries cassées sont réparées avec de l'or, les fissures devenant la plus belle partie de la pièce. Prêt à rentrer à la maison, demande Michael en s'approchant avec mon manteau. Vous devez être épuisé. En fait, je me sens pleine d'énergie, lui dis-je en lui souriant. Mais oui. Rentrons à la maison. Alors que nous sortions dans l'air frais de la nuit, j'ai réfléchi au concept de maison, pas seulement à l'espace physique que Michael et moi partagions, mais à la maison intérieure que j'avais construite en moi. Un lieu de sécurité, de vérité et d'acceptation de soi que personne ne pourrait plus jamais m'enlever. La femme qui s'était autrefois excusée d'avoir accidentellement renversé du vin se déplaçait désormais dans le monde avec une confiance tranquille, aidant les autres à trouver leur voie. Tout en continuant à renforcer la sienne. Le voyage n'a pas été facile, et il y a eu des jours où la douleur semblait trop lourde à porter. Mais de l'autre côté de cette douleur, je pouvais voir comment elle m'avait transformé, comment le fait de me choisir n'avait pas été égoïste, mais nécessaire, en fin de compte, guérissant. À quoi penses-tu ? Demande Michael alors que nous rentrons à la maison. Au choix, ai-je répondu. Et au fait que parfois les plus difficiles nous mènent exactement là où nous devons aller. Et elle m'a tendu la main sur la console, la compréhension dans son toucher. Aucune autre explication n'était nécessaire. Ce soir-là, avant de m'endormir, j'ai pensé aux milliers de femmes qui vivaient peut-être leur propre version de ce terrible moment, la main levée, le sang, le choix impossible. J'espérais que certaines d'entre elles verraient mon exposition, liraient mon histoire et reconnaîtraient que s'éloigner ne signifie pas abandonner, parfois, cela signifie se sauver. En vous sauvant, vous créez la possibilité d'une vie plus authentique et plus épanouissante que celle que vous avez laissée derrière vous. Une vie construite non pas sur les compromis et la peur, mais sur la vérité et l'estime de soi. Une vie où le vin renversé n'est que du vin renversé, où un accident mineur n'est pas un catalyseur de violence. Une vie où l'on est apprécié, respecté et libre. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers l'un des chapitres les plus difficiles de ma vie. Si mon histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots. Rappelez-vous que chacun mérite des relations exemptes de violence et de contrôle. J'aimerais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà eu à faire un choix difficile qui vous a permis de grandir ? Qu'est-ce qui vous a aidé à trouver le courage de vous choisir ? N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires de résilience et de guérison. Jusqu'à la prochaine fois, soyez gentils avec vous-même et avec les autres.